elle a menti au chef d'état-major et surtout, elle a menti à la Cour suprême sous serment. 6 fois, elle marque dans la lettre comme quoi il faut respecter la loi. Et le truc de base, elle ne respecte pas la loi. C'est des choses très graves. Il y a une faute de procédure, elle n'aurait pas dû mentir à la Cour suprême, mais d'un autre côté, elle est confrontée à un dilemme moral. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Benichai. David, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On voudrait avoir votre appréciation sur cette affaire qui secoue, on va dire, le monde de la justice, peut-être aussi le monde politique, et vous dire, vous êtes étonné par ce qui s'est passé, par la démission de la procureure générale, Tomer Yerushalmi? Sa démission, non, c'est l'ampleur que prend cet aspect-là de l'affaire qui, moi, me surprend. Il y a 3 composantes dans cette affaire, il faut bien le préciser. Il y a une composante d'exaction de soldats réservistes sur un prisonnier palestinien de Gaza. Je ne suis pas sûr qu'il soit du Hamas, mais peu importe. Je ne suis pas sûr qu'il soit de la Norba, c'est-à-dire de ceux qui ont attaqué le 7 octobre, et ça c'est extrêmement important. Mais pour le reste, on ne sait pas. J'ai lu des sources différentes. Et donc il y a quand même 3 choses. Il y a ça, il y a un moment donné où il y a une entrée en force de Chavrei Knesset, de députés sur la base militaire de Sde Teiman, ce qui est interdit, et pour l'instant personne n'est mis en examen. Je crois que c'est le 11 novembre seulement que Zvi Sukkot sera interpellé, enfin sera à la police pour être interrogé. Et donc on a une pression à ce moment-là politique, populaire d'extrême droite pour faire la preuve que finalement ces accusations sont vaines. C'est dans ce contexte qu'il y a une fuite organisée par la conseillère juridique ou par la procureure générale de l'armée. Et de ce point de vue-là, c'est une faute, évidemment. Mais je vais vous étonner, c'est pas une faute. Certains, pardon, David, certains affirment que c'est pas tant la fuite qui est une faute, c'est d'avoir fait un rapport mensonger à la Cour suprême, c'est d'avoir caché qu'elle était à l'origine de la fuite et d'avoir fait croire qu'elle a enquêté sur cette affaire. C'est ça qui lui est reproché. C'est une question de mensonge, de confiance. Daniel, on va pas raconter d'histoire. On a, à un moment donné, avant les dernières élections, un bagatz, une Cour suprême qui décide à 11 contre 0 que Netanyahou peut se présenter et il signe, peut-être qu'il a croisé les doigts dans son dos, sur un eskem nigud inyanim sur le fait qu'il est d'accord pour ne pas être dans un conflit d'intérêts. Et la première chose qu'il fait dès qu'il est élu, c'est de lancer 2 mois plus tard une grande réforme judiciaire sous couvert de c'est pas moi, c'est Lévin. Non, sérieusement. Non, mais attendez, venez, on sépare Netanyahou. Venez, on parle de la procureure. C'est elle, vous l'appelleriez avec aisance, Shomeret Asaf, l'une des gardiens de la démocratie, de l'état de droit. Une des gardiennes de l'état de droit avoue qu'elle a menti. C'est quand même assez grave, quand même, non? Mais on est d'accord, mais c'est grave. Mais si vous mettez dans la balance... Non, Daniel, laissez-moi terminer. Vous me posez des questions, je vais vous répondre. Oui. Si on met dans la balance le fait de mentir à la Cour suprême, qui est une faute grave, qui est une faute extrêmement grave là-dessus, on ne va pas revenir, on ne va pas discuter là-dessus. Sur le fait qu'il y ait un problème de conscience morale par rapport à ce qui se passe, alors qu'elle est responsable, pas responsable, mais qu'elle doit rendre compte de ça, il y a un élément de dilemme moral face à une faute de procédure. On est d'accord. Il y a une faute de procédure. Elle n'aurait pas dû mentir à la Cour suprême, mais d'un autre côté, elle est confrontée à un dilemme moral. Certains l'appelleront lanceur d'alerte, parce que quand on est lanceur d'alerte dans une démocratie, peu importe la fonction qu'on occupe, c'est qu'on veut dénoncer quelque chose qui est passé sous le boisseau, sur lequel il y a une omerta, et on est dans une ambiance aujourd'hui d'omerta sur les exactions, dans un contexte où effectivement on est rempli de haine et de vengeance contre les terroristes, contre tout le monde à Gaza, au-delà même du fait qu'on puisse les définir comme terroristes. Donc, on est dans un contexte particulier. Donc là-dessus, je ne vous me ferai pas dire qu'elle a bien fait. Mais je vais vous dire une chose qui, moi, me dérange le plus dans cette affaire. Et là, je reviens sur le terrain moral. C'est le moment où on fait ça. C'est-à-dire qu'il y a la faute par rapport à Bagatz, il y a le fait qu'elle ment par omission. Mais c'est surtout la chose, c'est que ce film sort alors que nos otages ne sont pas libérés. Et quand on écoute les témoignages des otages, et qui racontent qu'à chaque fois que Ben Gvir, il a fait son kéké, et qu'il a commencé à montrer à quel point il maltraitait les prisonniers, automatiquement, les otages se faisaient tabasser. Et moi, je dis,
dans une responsabilité morale, c'est là aussi. Donc d'un côté, on a dans la balance le fait qu'il y a des exactions sur un prisonnier, mais de l'autre côté, dès lors on fait sortir dans la presse une vidéo qui montre ça, on prend le risque de faire que les otages soient maltraités. Et donc, il y a là un autre dilemme moral. Il y a un autre dilemme, effectivement. Il y a un autre dilemme. Moi qui me touche, c'est moi ça, c'est le moment où elle fait ça qui, moi, m'interpelle le plus. Et je suis tiraillé entre le devoir d'alerte que dans une démocratie, lorsque quelque chose se passe et que personne ne veut en parler, ça existe aussi. Dans l'armée, d'ailleurs, il y a à Lille, le fait qu'on nous donne une pkouda qui n'est pas légale. Et donc, il y a une déontologie de l'armée qui fait quelque chose. Là aussi. Mais là où vous soulevez quelque chose, moi, vous me prenez quelque part, mais c'est moins ça qui m'interpelle, et évidemment, ça touche au fondement de la démocratie, que le fait qu'on est dans un contexte particulier et que le fait de balancer ce film avait une incidence potentielle sur nos otages. Voilà, c'est ça qui, moi, m'interpelle le plus. Et sur le fond, parce qu'on a beaucoup parlé de la réforme judiciaire, on a beaucoup parlé des clivages dans la société israélienne, est-ce que finalement cette affaire, elle ne montre pas, pour, on va dire, n'importe quelle personne, on va dire des gens de bonne volonté, des gens qui sont, qu'ils soient pro-Netanyahou ou anti-Netanyahou, qu'il y a un problème quelque part dans le monde de la justice. C'est pas révélateur d'une situation problématique. Le fait que, par exemple, il y ait une proximité entre Madame Gali Bahram-Miara et la procureure le général militaire. Le fait que... Pardon, laissez-moi finir. Le fait que, par exemple, dans le bureau de la procureure militaire générale, apparemment, dans l'entourage proche, il y a au moins une dizaine d'officiers supérieurs de la Praklitout, du parquet militaire, qui connaissaient cette affaire. Il n'y en a pas un qui a dit « Attention, non, nous ne pouvons pas faire ça. L'état de droit, nous ne pouvons pas bafouer ce truc-là. Nous ne pouvons pas mentir à la Cour suprême. » Daniel, s'il te plaît, parce que là, personnellement, j'ai lu beaucoup, puisqu'en fait, j'aime pas me retrouver dans une affaire où je ne suis pas tout à fait au point. Et donc, j'ai lu beaucoup... des avis très différents. Alors, j'ai eu des petites échauffourées ce matin sur Facebook avec des amis qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais il y a quand même une chose que je n'ai lu nulle part. Ce que tu dis là, je l'ai lu nulle part. J'ai pas lu, au contraire, c'était caché. Et les gens ne savaient pas qui avait diffusé cette vidéo. Ça, c'est la première chose. Quant à Gali Bahram-Miara, c'est elle qui a demandé l'ouverture d'une enquête. Et oui, parce qu'elle est par la force des choses. Toute copine qu'elle est, toute copine, je ne sais pas si elle est copine, hein, mais une chose est sûre, c'est que Gali Bahram-Miara, elle est dans sa fonction, elle remplit son devoir et elle ouvre une enquête. Donc là-dessus, on ne peut pas l'accuser d'une espèce de complicité, de quoi que ce soit. Donc non. Mais c'est assez étrange que tout le monde monte sur ses quatre pattes arrière quand il s'agit de la justice qui aurait mal fait son travail et qu'on voit à quel point notre justice, elle est passée à la tronçonneuse depuis le début de la réforme judiciaire, de la façon la plus vulgaire, de la façon la plus dure, de la façon la plus violente. Les attaques sans fin en permanence de Lévin sur et à la Knesset, dans le discours, qui n'ont même pas invité Gali Bahram-Miara et le président de la non, mais la façon dont on traite... Oui, mais la façon dont on traite... Mais quand il y a quelque chose d'aussi évident que cela... est-ce que finalement ça nécessite pas un nettoyage, de faire le ménage auprès de gens qui sont pas fiables, tout simplement? Mais attends, Daniel, est-ce que tu veux qu'on fasse le décompte ensemble du nombre de ministres, même pas de députés? Mais les ministres sont élus. Ils sont sous enquête aujourd'hui. Le Premier ministre en premier. Alors à ce moment-là, la fonction politique, elle est complètement dévoyée. Non, mais là, c'est l'état de droit. Non, mais là, c'est l'état de droit. On a l'impression, on a toujours le sentiment que les juges, que les procureurs sont blancs comme neige, sont des gens honnêtes, sont des gens intègres. Non. Alors là, non. Non. Ah bon? Mais non, je suis désolé lorsque un juge, lorsque un magistrat quel qu'il soit, qui a mal à partie avec des actes qu'il a commis, il doit passer devant la justice et être condamné. Je suis pas, c'est pas l'avis. Il y a une loi. Moi, je crois qu'il faut faire attention. Il y a un corpus de loi. On est dans un pays qui est avec un état de droit. Il y a un droit et il y a la façon dont on se réfère quand on agit ou pas à cet état de droit. Un juge n'est pas au-dessus et sa parole n'est pas plus d'évangile que n'importe quel autre. Une dernière question. Il doit être puni. Donc de ce point de vue-là, j'ai aucun problème. Mais qu'on n'aille pas dire... faut pas oublier une chose, les magistrats, ils sont là pour venir dire le droit. Ils sont pas là pour inventer le droit.
D'ailleurs, la Cour suprême ne s'auto-saisit jamais. Elle est saisie par la société civile, elle est saisie par un politique, mais elle ne s'auto-saisit pas. Donc de ce point de vue-là, c'est pas elle qui fait la pluie et le beau temps dans la façon dont elle va conduire un jugement, le traitement d'une affaire. Non, vraiment. Alors une dernière question, il nous reste vraiment 1 minute, David. Comment on essaye justement de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise pas? Écoute, moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est pas passé sous le boisseau, que d'ailleurs, ce qui est assez étonnant et ce qui pose la question morale de cet acte, c'est qu'elle a été repérée par le Shabak dans le polygraphe, dans une démarche totalement anodine, totalement anodine. Non, et donc ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui permettent assez rapidement de pointer une défaillance, mais ça fait un an. Je ne connais pas assez bien, ni vous ni moi, mais d'une certaine manière, il y a une fuite. Cette fuite, elle a été mise en évidence. La personne a démissionné et elle sera jugée. Eh bien, David Ben-Ishai, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir donné votre avis sur ce débat, cette question qui fait débat, bien entendu, en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci, bonne journée. Nissim Slama, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, on voudrait avoir votre appréciation. On connaît, on sait que vous êtes officier de l'armée israélienne, officier de réserve de l'armée israélienne, vous êtes guide, mais que vous êtes aussi très souvent critique envers le monde de la justice israélienne, la Cour suprême en particulier. Et cette affaire, elle éclabousse en particulier le parquet militaire israélien avec la démission de la générale Yifat Tomer Yerushalmi. Je voudrais avoir tout simplement d'abord votre avis sur cette question. Comment vous avez réagi en apprenant qu'elle était impliquée directement dans la fuite qui a de cette vidéo qui a été vue à plus de 100 millions de fois dans les réseaux sociaux? Ce qui a été surprenant dans l'explosion de cette affaire, c'est pas le fait que Yifat et Tomer Yerushalmi auraient fait fuiter cette vidéo. Ok, c'était une vidéo construite, c'était un montage vidéo qui était fait contre les soldats de Tsahal pour montrer comme quoi ils auraient violé cet archi-terroriste. Ça n'a pas été prouvé, ça. Hein, ça n'a pas été prouvé que c'est un montage. Ça n'a pas du tout été prouvé. C'est du grand n'importe quoi. Ok, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'a pas du tout été prouvé. Et pour l'instant, il y a 5 soldats qui sont occupés pour usage excessif de la force. Donc voilà la grande différence. Donc, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est pas tellement le fait que Yifat Tomer Yerushalmi ait fait fuiter la vidéo, parce que tout le monde le savait depuis le juillet 2024. Dès que ça s'est passé, tout le monde a compris que le seul bureau qui a dans ses mains cette vidéo, c'est le parquet. C'est le parquet militaire. Donc tout le monde savait que c'était le parquet militaire qui a fait fuiter. Le seul problème, c'est que quand après on demande au parquet militaire de savoir qui a fuité, on demande au parquet militaire de s'enquêter lui-même. Et c'est le numéro 2 de Yifat Tomer Yerushalmi qui va enquêter sur la fuite, alors que lui-même il est au courant, puisque c'est lui qui a fait passer une partie. Il est un des officiers qui a fait partie de cette histoire. Et ensuite, quand on va devant la Cour suprême, et on demande à la Cour suprême d'obliger à ce que quelqu'un d'extérieur puisse vérifier cela et puisse vérifier qui a fait la fuite, la conseillère juridique du gouvernement répond non, il n'y a aucun besoin, c'est au parquet militaire de vérifier, et dans tous les cas, ça pose aucun problème à la sécurité d'Israël. C'est ce que dit la conseil juridique du gouvernement. Et dans tous les cas, c'est au parquet militaire de vérifier, et on n'a aucun moyen de savoir qui a fait la fuite. Tout Israël savait qui avait fait la fuite. Tout Israël comprend qu'on ne peut pas demander au principal suspect de faire l'enquête sur lui-même. C'est ridicule. Ce qui est surprenant dans cette histoire, pour moi, c'est pas tellement le fait qu'on sache que c'est elle qui a fait la fuite. Ce qui est surprenant, c'est que cette affaire explose. Et cette affaire explose grâce à la nouvelle nomination du chef des renseignements intérieurs du Shabak, de général Zini, qui a fait ça sortir à l'extérieur et qui a mis ça au courant le chef d'état-major. Dans ce qu'on va nous dire à gauche, on va dire oui, mais il ne faut pas oublier quand même les soldats qui ont fait des choses mauvaises. Alors d'abord, il faut mettre ça en proportion, on parle de l'usage excessif de la force, et là, c'est même pas sûr. Et la deuxième chose, au bout du compte, on parle de quelqu'un. Le problème de la conseil juridique du gouvernement, que je rappelle, avec son fils qui aurait volé un gilet pare-balles, et qui ne se ferait pas du tout inquiété par le parquet militaire. On a un peu de donnant-donnant peut-être là-bas. Et la deuxième chose, on voit que cette Yifat Tomer Yerushalmi, elle a menti en rencontrant le ministre de la Défense, à l'époque c'était Gallant, elle a menti au chef d'état-major, et surtout elle a menti à la Cour suprême, sous serment. Quand elle écrit un papier à la Cour suprême en répondant comme quoi il n'y a aucun moyen de savoir qui a fait la fuite, alors que c'est elle-même qui a fait la fuite,
Elle crée un papier à la Cour suprême. Donc tous les gens qui parlent toute la journée de la sainteté de la Cour suprême, qu'on n'a pas le droit de mentir à la Cour suprême et que les gens de la Cour suprême sont saints, et ben on voit les mêmes qui mentent à la Cour suprême quand ça les arrange. Je rappelle que mentir dans un papier comme ça, en Israël, mentir de manière officielle, c'est pénal. C'est jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Il faut bien faire attention. Et je rappelle aussi que pour l'instant, Yifat Omer Yerushalmi n'est toujours pas, elle s'est soi-disant démissionnée, mais elle reçoit une prime là, de 1,5 million de shekels. Elle reçoit une prime de 1,5 million de shekels pour démissionner. D'accord, mais là, il va y avoir une enquête. Il va y avoir une enquête et il y aura probablement des conclusions. Mais qu'est-ce que vous avez à répondre de la lettre de Yifat Omer Yerushalmi, qui, dans sa lettre de démission, semble dire qu'elle a voulu défendre l'état de droit dans une situation complexe, etc., dans lequel elle voulait tout simplement, elle avait dans le fond une bonne volonté de défendre l'état de droit israélien. C'est un peu rigolo quand on parle de la personne qui elle-même, en uniforme, a attaqué la réforme judiciaire en 2023. En uniforme, elle était en septembre 2023, elle a fait un discours en attaquant la réforme judiciaire. Elle a permis aux soldats d'aller manifester contre la réforme en 2023. Et on voit la même personne, et son argument c'était oui, parce que le parquet et la justice militaire permet de défendre les soldats à l'étranger. Et on voit c'est elle qui a fait une fuite qui a fait énormément de mal à Israël, énormément. On parle de centaines de millions de personnes qui ont vu cette chose-là. Et c'est quoi ces arguments? C'est vraiment sa lettre, c'est d'une malhonnêteté. Elle explique qu'il faut, 6 fois elle marque dans la lettre comme quoi il faut respecter la loi. Et le truc de base, elle ne respecte pas la loi. C'est des choses très graves. 6 fois elle marque qu'il faut respecter la loi, et donc pour que vous respectez la loi, moi j'ai le droit de l'enfreindre. Depuis quand la fin justifie les moyens? C'est ridicule. Donc pour défendre l'état de droit, elle fait tout le contraire. Elle fait tout le contraire de l'état des droits. Elle fait du mal à Israël. Elle pose des problèmes de sécurité à Israël. Tout ça pour soi-disant défendre l'état de droit. Et elle ose demander aux autres de respecter la loi. Alors, toujours pas piqué son téléphone. Ça fait 5 jours, 6 jours que cette affaire est sortie. Elle a toujours son propre téléphone avec elle. C'est-à-dire qu'en attendant, on est là dans une période où tout le monde est en train d'effacer tous les messages. Oui. Les messages entre elle et la conseillère juridique, par exemple. Oui. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Alors concrètement, est-ce que quelle suite à donner à cette affaire? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que, comme le disent certains observateurs, que cette affaire va servir de prétexte à la droite israélienne, au ministre de la Justice en particulier, Yariv Levin, pour relancer la réforme judiciaire, pour la mettre en application avant les prochaines élections? D'abord, j'espère bien. Dans tous les cas, si on était vraiment en état de droit, Yifat Omer Yerushalmi aurait été depuis la semaine dernière en prison avec des menottes. Elle aurait été menottée en prison depuis la semaine dernière, jetée, vraiment. Si on était vraiment en état de droit, c'est ce qui serait passé. Maintenant, au niveau de la réforme judiciaire, j'espère bien. Si on a un prétexte pour le faire, il faut faire cette réforme. Il faut qu'Israël redevienne une démocratie. Pour l'instant, Israël n'est pas une démocratie. On a une Cour suprême non élue qui a choisi son propre chef. Le président de la Cour suprême, il est président de manière illégale. Le ministre de la Justice n'a toujours pas signé sur sa nomination. On a un président de la Cour suprême qui est illégal. On a une conseillère judiciaire qui est illégale, qui a été jetée par le gouvernement. Et la seule raison pour laquelle elle est toujours en poste, c'est parce que la Cour suprême, de manière illégale, empêche le gouvernement de la limoger. Alors qu'elle était limogée de manière légale par le gouvernement. Donc on a toute cette histoire. On a simplement le dernier mot qui est dans la Cour suprême, qui a des commissaires politiques, c'est des vrais commissaires politiques. Ces conseils judiciaires, ce parquet militaire, on parle de commissaires politiques d'un État qui n'est pas un État de droit, mais qui est devenu une vraie dictature. Et donc j'espère bien que si c'est une bonne raison pour faire enfin une réforme qui ramènerait la démocratie en Israël, qui ramène que le dernier mot appartient au peuple, et non pas à 15 personnes que le peuple n'a jamais élues. Je suis jamais allé aux élections pour la Cour suprême. La Cour suprême n'est pas élue par les autres élus, elle n'est pas élue par la Knesset. C'est une comité de 9 personnes, dont la plupart ne sont même pas des élus. Donc c'est très simple. Si c'est un bon prétexte pour ramener et pour pouvoir enfin qu'on ait une démocratie en Israël, pourquoi pas, j'espère, vraiment. Alors, je vous propose peut-être une solution, parce que si effectivement Yariv Levin relance la réforme judiciaire, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va se retrouver dans le même état de tension interne dans la société israélienne que dans les premiers mois de l'année 2023. Et on sait l'impact que cela a eu sur nos ennemis le 7 octobre. Et on sait aussi l'impact que ça a sur la société israélienne. Une société israélienne qui a 2 mois de guerre, qui a vécu un véritable traumatisme. Est-ce que c'est absolument nécessaire, ou est-ce qu'il n'y a pas un
moyen peut-être d'être justement dans cette situation où on voit qu'il y a quelque chose, que le monde de la justice est malade, peut-être de dire... On va s'asseoir ensemble avec l'opposition pour essayer de trouver une sorte de compromis qui peut permettre de dire à un moment où l'opposition est en difficulté, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui cloche là au niveau du parquet militaire. Trouver une solution d'un commun accord, un compromis qui apaise les tensions sur ce dossier de la justice israélienne. Moi, j'en suis tout à fait d'accord, mais il faut bien comprendre. Pour l'instant, le ballon est du côté de l'opposition. Pas du côté de la gauche. Le ballon, il n'est pas dans les mains de la droite ni du gouvernement. Au bout du compte. Le gouvernement a le pouvoir. Le gouvernement a le pouvoir. Donc, il a le pouvoir de dire, d'inviter l'opposition et de dire voilà, vous avez vu, il y a un problème. Il y a un problème. C'est tout objectif. Il y a un problème. On s'assoit ensemble autour d'un et on voit quelles réformes on peut avancer, quelles réformes on peut promouvoir sous forme de référendum, quelles réformes on ne peut pas promouvoir pour essayer de trouver une solution qui apaise les tensions. Je suis tout à fait pour. Mais donc, ça veut dire que qui doit accepter de faire... En tant que mec de droite, le gouvernement qui doit proposer à l'opposition de s'asseoir ensemble. Je suis tout à fait d'accord, mais le gouvernement n'arrête pas de proposer ça à l'opposition. Même pendant 2023, c'est ce on n'a pas arrêté de proposer ça à l'opposition. On est allé devant le président. On avait trouvé des accords devant le président, et après c'est le président lui-même qui a décidé un jour, qui s'est réveillé et qui a commencé à proposer des choses qui sont sans rapport avec les accords auxquels on était arrivé. Mais je suis tout à fait pour. Mais la question, c'est qui doit faire les compromis au bout du compte? Qui doit compromis? Les deux parties. C'est l'opposition. Les deux parties. C'est l'autre côté. Comment? Je dirais que les deux parties doivent faire des compromis. C'est le propre d'un compromis. Je suis d'accord. On est prêt à faire des compromis. Ces réformes doivent passer avec des compromis. On est tous d'accord. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nous dire, comme l'autre côté, il n'a aucune raison politique de faire aucun compromis, donc on reste sur place. On ne peut pas y avoir d'unité comme moi, je ne suis pas un citoyen, mais un sujet. Pour l'instant, je ne suis pas un citoyen, je suis un sujet. Je suis assez bon pour aller à l'armée pour faire tuer à Gaza. Je suis assez bon pour défendre le pays, mais pour prendre les décisions et pour qu'au bout du compte, je sois un citoyen égal et que mon vote vaut quelque chose et que quand je vais voter et que je mets mon papier Likoud ou un autre parti de droite, ça vaut quelque chose. Dans ce cas-là, je suis pas assez bon citoyen. Il faut bien comprendre. On est pour l'unité, mais l'unité ne peut pas se faire tant que je reste un sujet. On ne peut pas avoir d'unité sans réforme. Donc on est pour l'unité, on est pour faire des compromis. Évidemment qu'on est pour faire des compromis, mais de l'autre côté, la balle est du côté de l'opposition. Le gouvernement, ou même si ce n'est pas le gouvernement, moi, Nissim, on laisse tomber le gouvernement, Nissim, en tant que personne de droite qui soutient la réforme judiciaire, je suis prêt à discuter avec tout le monde et à faire avec tout le monde pour qu'on ait une réforme et qu'on puisse comprendre et qu'on puisse faire une réforme qui soit bien, qui garde un système de justice qui reste impartial, qui ne devient pas politique d'un côté, et de l'autre côté qui change le système aujourd'hui qui est partial et politique. On est pour ça. On a bien compris. La balle est du côté de l'opposition. C'est ceux qui sont on l'a bien compris. On espère tout simplement que la balle ne va pas être rejetée d'un côté et de l'autre, du côté de l'opposition, du côté de la coalition, et qu'on va essayer effectivement de trouver un compromis. Ça serait d'une certaine manière souhaitable. En tout cas, merci beaucoup Nissim Slama de nous avoir donné votre avis sur cette question épineuse de la démission, en tout cas de l'action de la procureure générale militaire, Yifat Tomer Yerushalmi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Nissim. Merci. Merci de m'avoir reçu.